Le président du Faso est à Tokyo pour un sommet Japon-Burkina. La visite du chef de l'État au pays du soleil levant est une étape décisive pour consolider les relations de coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Avant la rencontre avec les partenaires japonais, Roch-Marc Christian Kaboré donne les nouvelles du pays aux Burkinabés vivant au Japon. Le contenu des échanges à suivre dans ce journal. Ici, au Burkina Faso, l'heure est à la moisson dans la plupart des localités. La campagne agricole humide donne des motifs de satisfaction avec des récoltes jugées excédentaires dans l'ensemble. Cependant, la satisfaction des producteurs cache mal un souci, celui de la conservation des récoltes. Dans ce journal, nous ferons le constat des récoltes et leur conservation dans 3 régions et notre invité est le directeur général de la production végétale. Dans l'actualité ce soir, un Burkinabé prend les rênes de l'Union internationale des avocats. Maître Issouf Badio, désigné par ses pairs, s'engage à travailler au profit des sans-voix. Il est le premier Africain subsaharien à accéder à ce poste depuis plus de 90 ans. Son portrait à suivre dans ce journal. Et puis en sport, les étalons football se sont inclinés cet après-midi face aux Palancas Negras de l'Angola par le score de 2-0. Avec cette défaite, les étalons ont très peu de chances d'être qualifiés à la CAN Cameroun 2019. Les temps forts du match et les enjeux à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso est arrivé ce dimanche à Tokyo où il va prendre part au sommet Japon-Burkina. Ce sommet sera largement consacré au renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs de développement. En attendant et dès son arrivée, le président du Faso s'est entretenu avec les Burkinabés vivant au Japon. Le point avec notre envoyé spécial Ismaël Ladiloma Sirima. Pendant qu'il était 4 heures du matin à Ouagadougou, le président du Faso foule le sol japonais. Il est accueilli par le ministre japonais des Affaires étrangères. Par la suite, il reçoit les honneurs militaires dignes de son rang avant de prendre la direction de son hôtel où l'attendent les Burkinabés vivant au Japon. Après les poignées de main, il s'ensuit des échanges. Les premières questions sont dirigées vers la question sécuritaire et le président du Faso de souligner que la déstabilisation de la Libye y est pour beaucoup. Évidemment, également, je dirais qu'en partie aussi, il y a eu la faute des gouvernements qui ne se sont pas préoccupés également de développer les zones sahéliennes. Alors, donc, de ce point de vue, toutes ces personnes qui se sentaient également marginalisées par le développement, évidemment, étaient beaucoup plus propices comme étant un terreau fertile à la mobilisation, je dirais, à la levée de troupes. La communauté burkinabé vivant au Japon s'est aussi intéressée au bilan du PNDS ainsi que les difficultés que rencontre sa mise en œuvre. Nous avons effectivement, suite à ces différentes pressions syndicales, procédé à une amélioration, je dirais des salaires au niveau donc, des fonctionnaires qui nous ont coûté près de 120 milliards sur les différentes augmentations que nous devons faire sur ce plan. Alors, c'est pour dire que, évidemment, tout cela, quand vous prenez de l'argent dans le budget pour payer des avantages, c'est de l'argent en moins pour l'investissement réel sur le terrain. La réponse aux questions semble avoir trouvé satisfaction auprès de ces Burkinabés qui sont à 17 200 km du pays, mais qui se sentent patriotes. Pour moi, si tu es patriote et que lorsqu'on t'appelle au pays, il faut répondre. Il faut répondre à l'appel. Et lorsque tu réponds à l'appel, il faut être tout droit. Par exemple, ceux par exemple, qui disent que non, il faut investir au pays, je vais par exemple donner mon expérience. Et pourquoi quand le pays t'appelle, tu ne réponds pas à l'appel? Pour moi, il faut répondre à l'appel lorsque le pays t'appelle. À la suite de ces échanges, le président du Faso devrait rencontrer le premier ministre japonais ainsi que l'empereur du Japon.
Ici, au Burkina Faso, les maires de l'ensemble des communes ont achevé 3 jours de travaux sur le rôle des collectivités territoriales dans la gestion foncière. Ils sont parvenus à des recommandations au nombre desquelles la mise à la disposition des communes des outils de gestion et de planification pour éviter l'accaparement des terres. La clôture de ces travaux a connu la présence du Premier ministre avec qui les maires ont eu un échange direct à Kaya. Le point avec Dilareyenne et Tanga à Kafando. 2 heures d'échange entre les maires du Burkina et le Premier ministre Paul Kabatieba. Des échanges sur la thématique centrale de la 15e édition des Journées de la commune burkinabé, mais aussi sur bien d'autres préoccupations des maires comme le transfert effectif des compétences et des ressources. Les maires sont engagés résolument et dans une gouvernance vertueuse du foncier. Nous avons fait un plaidoyer auprès du gouvernement pour que les outils de planification urbaine puissent être mis à notre disposition. Pour que le transfert des ressources qui vont permettre aux différentes communes de faire des plans d'occupation de sol par rapport à l'orientation d'aménagement urbain du ministère, nous puissions les mettre en œuvre. À toutes ces préoccupations évoquées, Paul Kabatieba a rassuré, le gouvernement fera tout pour accompagner l'engagement des collectivités territoriales à relever le défi de la bonne gestion foncière. Cette question de la gouvernance foncière vient à point nommé, dans un contexte où le gouvernement vient de lever l'interdiction de lotissement, notamment en ce qui concerne les communes, mais autre que celle de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, nous avons encore un travail d'appurement. Il y a par exemple la question du transfert des compétences et la question subséquente du transfert des ressources aux communes. Là, j'ai donné donc des assurances aux maires sur l'engagement du gouvernement à réaliser l'objectif que nous nous sommes fixés pour 2020, à savoir transférer aux communes au moins 15% du budget de l'État. On est désormais assez étoffé, ça a été un renforcement de capacité. Alors nous sommes désormais assez outillés pour affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pour un devenir meilleur de nos collectivités. La 15e édition des Journées de la commune burkinabé a connu la participation de plus de 300 maires, une participation record selon les organisateurs, et en marge des discussions, il y a eu la rue marchande et des activités culturelles et sportives. Actualité politique à présent et cap sur les Hauts-Bassins où les jeunes du mouvement du peuple pour le progrès de la province du Houé s'engagent à œuvrer pour la stabilité du Burkina Faso. La situation sécuritaire du pays était au cœur de leur assemblée générale tenue hier samedi à Bobo-Dioulasso. Cette assemblée générale marque aussi le début d'une série de rencontres de même genre dans les provinces du Burkina. Kassoumi Logo, Véronique Ima et Rachid Sawadougou. L'hymne du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, entonné en chœur avec tous les honneurs. Nous sommes à l'Assemblée générale de l'Union provinciale de la jeunesse du MPP, section Oué. Tour à tour, les premiers responsables du mouvement de la province étalent l'intérêt de la rencontre dans une ambiance bon enfant. En politique, il n'y a rien au-dessus du dialogue. On peut ne pas s'entendre, mais lorsqu'on s'assoit pour dialoguer, la solution doit sortir. Et ce dialogue doit amener l'union. L'union doit amener la discipline. Et la discipline doit amener la victoire. Donc, je vous appelle à réfléchir. Ce soir, d'abord, c'est à demander à la jeunesse dans son ensemble, en tout cas, à s'unir pour défendre notre cher Burkina Faso. C'est ce mot d'ordre qu'on a lancé. Nous devrons faire en sorte pour faire remonter l'information, pour faire face aux terroristes. Parce que le cas du Burkina Faso est assez particulier. Parce que quand nous constatons nos ennemis sont de l'intérieur comme de l'extérieur. Jeunes du MPP face aux défis sécuritaires, quelle contribution de la jeunesse? C'est autour de ce thème que ces jeunes se sont retrouvés. Et pour ce thème qui peint l'actualité, les organisateurs ont le soutien des grosses figures du Parti du Soleil Levant. C'est des gens qui ont compris que c'est eux qui ont la solution à leurs problèmes. Et en plus, nous avons organisé cette rencontre-là pour faire donc un message de soutien à nos camarades FDS. Parce que ce qu'ils sont en train de faire nous va droit au cœur. Et c'était donc normal que nous puissions en tout cas nous organiser
pour leur dire qu'ils ont du soutien, que nous sommes derrière eux. Premier du genre à Bobo Dioulasso, cette assemblée générale se veut unificatrice. En rang serré, ces jeunes du MPP prônent une mutualisation des énergies des filles et fils du Burkina pour une paix durable au Faso. Et pendant ce temps, le Congrès pour la démocratie et le progrès appelle ses militants plutôt à la mobilisation. Le CDP, qui a effectué sa rentrée politique ce dimanche à Ouagadougou, appelle ses militants à animer la vie politique en 2019 au Burkina Faso. La perspective, selon les dirigeants de ce parti, c'est la reconquête du pouvoir en 2020. Roger Kam et Vincent Tchendrebego. Grande affluence ce dimanche matin à la Maison du Peuple. Le Congrès pour la démocratie et le progrès effectue sa rentrée politique 2018-2019 et c'est un parti en quête d'un nouveau souffle qui a sonné le rassemblement. Le CDP a été fortement ébranlé. Ses ressorts ont plié sans céder. De tel un roseau, il s'est redressé. Bâtir un CDP uni, solidaire et conquérant, c'est l'esprit qui gouvernera l'activité politique du CDP les mois à venir. Au CDP, même les moments les plus inespérés, nous militants savons sauver l'essentiel. La culture de l'unité doit être prégnante à chaque niveau de l'organisation du parti. Dans tous les discours, une date revient. 2020, année électorale au Burkina Faso, mais qui portera l'étendard CDP à cette compétition électorale qui se profile déjà à l'horizon. Le moment viendra où librement nous désignerons les camarades qui représenteront le parti à tous les postes électifs en jeu lors du scrutin présidentiel et législatif à venir. Pour l'heure, ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Edi Komboigo clame aussi la disposition du CDP à signer une alliance politique avec tout autre parti de l'opposition, si cela est nécessaire pour opérer une alternance à la tête de l'État. En attendant, il annonce une tournée du parti dans tous les recoins du pays pour remobiliser les militants. Autre point de l'actualité, et nous entamons le grand format de ce dimanche, un grand format que nous consacrons aux récoltes, dont c'est la période au Burkina Faso. Dans la plupart des localités, les producteurs sont à pied d'œuvre dans les champs pour la moisson. Et si dans l'ensemble du pays, les récoltes sont bonnes, la région du centre-nord pourrait connaître un déficit céréalier. Constat et explication avec Gérard Sommet et Aruna Amari. C'est l'heure de la moisson dans la famille Sawadogo. Sur les flancs de cette colline, de Zomnogo et à l'aide de machettes, la famille récolte les fruits de ses efforts. Cette année, la campagne agricole semble bonne. Les épis bien garnis pendent tout au long de la colline. Nous rendons grâce à Dieu. Cette année, on a produit du mil et du haricot. Et en tout cas, on peut dire que la campagne a été bonne. Dans le champ, les travaux sont repartis entre les membres de la famille. Les hommes abattent les tiges de sorgho et l'épouse sectionne les épis et les transporte pour charger la charrette. Même coup de machette ou de daba dans le champ de 3,5 hectares de Léopold Wendemi Sawadogo, un agriculteur éleveur à Kogurussi. Cette année, je ne m'attendais pas à grand chose ici, mais déjà j'espère récolter au moins 4 tonnes. Nous stockons nos récoltes ici pour l'instant, de sorte à limiter les pertes. Après, il faut égrener et ensacher pour amener à Kaya. Léopold Sawadogo dispose de notre champ de petits milles d'une superficie de 5 hectares. Ici, les ingénieurs techniques ont aussi produit leurs effets. Production attendue au moins 80 sacs de petits milles. Ici, j'ai réalisé des demi-lunes sur au moins 1,5 hectare. Ensuite, nous avons fait du zaï sur 1 hectare
et le reste, nous avons labouré. Et cela pour comparer les rendements, nous avons constaté que les demi-lunes donnent plus, ensuite vient le zaï et après le labour. Mais ce constat cache pourtant une autre réalité. La région du centre-nord est déficitaire selon les prévisions agricoles. Si on prend le taux de couverture des besoins céréaliers, nous sommes déficitaires de 60%. Mais nous sommes en hausse par rapport à la campagne écoulée qui était de 41%. Et il était attendu du moins au centre-nord 277 064 tonnes. Mais sur la base donc des prévisions, nous sommes à 234 723 tonnes. Selon les services techniques, ces chiffres pourraient connaître une hausse. Le bilan définitif de la campagne sera connu courant mars. D'une région à une autre sur le même sujet, nous mettons le cap sur la région du Nord où la plupart des producteurs sont également dans les champs pour les récoltes. Dans la province du Passoré, la campagne agricole humide donne des résultats satisfaisants. Les producteurs ont le sourire aux lèvres, mais c'est un sourire qui cache mal une inquiétude, celle liée à la conservation des récoltes. On fait le constat avec Irénée Kabouré et Alexa Zagri. Dans la région du Nord, l'heure est aux dernières activités champêtres de la campagne agricole, les récoltes céréalières. Et dans le village de Petit Samba dans le Passoré, quelques rares champs de mil ou du sorgho ont toujours les épis sur pied. Il faut vite passer à la récolte sans que les prédateurs n'agissent. Ici, à Samba, la saison nous a été trop favorable. Nous sommes dans la dernière phase des récoltes. Si ça tarde encore, ça risque de se gâter. Munis de coupe ou de machettes, ces moissonneurs, qu'ils soient individuels ou en association, ont à cœur de repartir à la maison avec ces précieux épis après 3 à 4 mois de dur labeur. La campagne a été très généreuse pour nous. Nous sommes très contents de voir un tel rendement. Il n'y a rien de tel si à la fin d'une saison, on sort tous enthousiastes. Une chose est d'avoir de bonnes récoltes, une autre est de savoir la conserver. Et en la matière, les producteurs ont construit des greniers et des hangars. Il nous faudra encore construire des greniers pour pouvoir stocker toutes nos récoltes. Pour le moment, ce que nous avons récolté, nous les gardons sur ces hangars ou en brousse en attendant de trouver de nouveaux greniers. À Petit Samba, village situé à 7 km de Yako, Pascal Sawargodi pensait déjà comment conserver l'excédent qu'il va réaliser cette année. Pour l'excédent céréalier, nous allons le gérer avec nos épouses pour ne pas trop gaspiller. Je crois que la famine de la saison dernière est une belle expérience qui va nous aider à bien gérer nos céréales. Avec les organisations, en tout cas paysannes ou bien les producteurs, nous continuons en tout cas à les sensibiliser donc, sur la gestion en tout cas de ces stocks-là. Parce que si c'est mal géré, c'est sûr que l'année prochaine on peut se retrouver en tout cas dans une situation en tout cas d'insécurité alimentaire, même si on a bien produit. En attendant les données statistiques de la campagne agricole de 2018, la direction provinciale en charge de l'agriculture du Passoré s'apprête à parcourir les villages pour des séances de sensibilisation. Toute chose qui va sans doute permettre aux producteurs de s'orienter aussi vers l'acquisition des sacs de conservation. Nous sommes à présent avec le directeur général de la production végétale, M. Pascal Soubega. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kaouré. Alors, nous sommes bien à l'heure des récoltes au Burkina Faso. C'est une campagne agricole humide sur laquelle tout le pays a fondé beaucoup d'espoir. Est-ce que, selon les échos qui vous parviennent, la moisson est-elle à la hauteur des attentes? Merci une fois de plus, Madame Kaouré. Merci à la RTB pour l'intérêt qu'elle porte à l'activité agricole et aux activités donc, du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Merci également de nous donner l'opportunité de partager un certain nombre d'informations avec la population relativement donc, aux résultats de la campagne agricole 2018-2019. Je pense que l'espoir que les uns et les autres fondent sur les résultats de la présente campagne est un espoir justifié. Est un espoir justifié parce que lorsque nous regardons les résultats provisoires que la dernière session
du comité prévisionnel de la situation alimentaire et nutritionnelle nous a donné. Et nous avons une production provisoire estimée à 4 953 000 tonnes. Ce qui, quand on regarde, on fait la comparaison avec la campagne passée, nous avons quand même une hausse qui est de l'ordre de 22%. Comparé à la moyenne des 5 dernières années, nous avons également une hausse de l'ordre de 12%. Et les mêmes résultats nous disent que nos besoins céréaliers donc, vont être couverts par ces résultats de l'ordre de 104%. Donc c'est un espoir qui est fondé. Malgré tout, il y a eu ces pluies qui ont joué quand même aux prolongations et qui ont entraîné des désagréments. Est-ce que cela ne va pas avoir également un impact négatif sur les récoltes qui étaient attendues? Avant d'y arriver, je voudrais quand même dire qu'il y a l'espoir que nous fondons sur la base donc, de ces résultats provisoires. Mais si les résultats définitifs venaient à les confirmer, ce serait certes une bonne chose, mais ces résultats, il faut le dire, seraient en deçà quand même de nos attentes parce que nous avions des prévisions de production de l'ordre de 5 800 000 tonnes. Si nous sommes à 4 953 000 tonnes, ça veut dire que nous avons un taux de réalisation de l'ordre de 85%. Ça veut dire que nous nous attendions à mieux que cela. Mais la prolongation des pluies dont vous avez parlé n'a pas été une mauvaise chose. Parce qu'il faut rappeler que la campagne s'est installée assez tardivement, à partir de la dernière décade du mois de juin à la première décade donc, du mois de juillet. Ça veut dire que si nous n'avions pas eu cette prolongation, beaucoup donc d'exploitation seraient restées, n'auraient pas atteint la maturité. Beaucoup de spéculations n'auraient pas atteint la maturité. Mais c'est vrai que bon, pour certaines spéculations comme le niébé, il y a eu quand même des risques de pourriture de graines, mais dans l'ensemble, ces risques n'ont pas été majeurs. D'accord. Alors, on sait que cette période de récolte est délicate, selon des études. On a même entendu aussi certains producteurs l'exprimer. Il y a beaucoup de pertes liées au convoyage et au stockage des récoltes. Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de cette situation-là? Oui, une étude de la FAO qui date de 2016 et qui a été validée, qui concerne le Burkina, qui a été validée, indique que les pertes au niveau des céréales sont de l'ordre de 30%. Et pour ce qui est des racines et tubercules et des fruits et légumes, c'est de l'ordre de 40 à 50%. Et pour les oléagineux, c'est de l'ordre de 30%. Ça veut dire que c'est quand même assez important. Si, je donne un exemple, si vous vous attendez à une production, ou si vous récoltez 100 000 tonnes et que vous perdez 30%, ça veut dire que vous vous retrouvez en réalité avec 70 000 tonnes. Donc, c'est pour dire que les pertes post-récolte ont un impact majeur sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du fait des pertes de quantité, mais également de la détérioration de la qualité donc, des produits. On va en parler un peu plus dans la suite de cet entretien, mais avant de revenir à vous, nous allons suivre le portrait de cette dame devenue un modèle dans la production agricole. À son actif, une soixantaine d'hectares exploités chaque année, ce qui équivaut à un chiffre d'affaires annuel de plus de 23 millions de francs CFA. Elle s'appelle Odette Milogo, une habitante de la commune de Satiri, dans l'ouest du Burkina Faso. Nous la découvrons dans cet élément signé Martin Zerbo et Karim Sissi. Une exploitation agricole qui s'étend sur 63 hectares. Nous sommes à Molokadoum, dans la commune de Satiri. Ce domaine est la propriété de Odette Milogo, une dame qui s'impose comme une grande figure de l'entrepreneuriat agricole dans la région des Hauts-Bassins. Son champ, elle l'a acquis en 2002 grâce à sa belle famille.
En 2002, c'était le début de ma production. J'ai fait 2 ans d'alphabétisation et en Djoula. Je me suis lancée dans l'agriculture au niveau des entrepreneurs agricoles. Je suis allée m'inscrire dans les entrepreneurs agricoles, puisque j'ai préféré l'agriculture que l'alphabétisation. Je l'ai aidé à avoir ce champ, parce que de nos jours, l'homme et la femme sont égaux. Au début, j'étais réticent, mais après, j'ai cédé. Cette année, Odette Milogo a emblavé 33 hectares de maïs, 13 hectares de riz pluvial, 12 hectares de coton et 5 hectares de sésame. Nous sommes ici dans son champ de maïs et la physionomie augure une bonne moisson. De l'avis de l'encadreur agricole, le rendement attendu est de 3 à 4 tonnes à l'hectare. L'année passée, j'ai cultivé 28 hectares de maïs et j'ai réussi 400 sacs de 100 kg de maïs. Cette année, je suis à 33 hectares de maïs et je compte atteindre et avoir plus de 600 sacs de 100 kg de maïs. Du champ de coton à celui du sésame, en passant par la rizière, toutes les spéculations sont à maturité. Par an, je peux avoir 23 millions au total. Le coton, riz comme maïs, sésame. Odette Milogo et le travail de la terre, c'est une affaire de passion. Et pour mettre toutes les chances de réussite de son côté, elle met un point d'honneur au respect des paquets techniques conseillés par les encadreurs agricoles. Elle s'est donnée activement à l'agriculture et que c'est une dame qui se bat tout le temps. Elle part envers l'information et qu'on l'appuie par rapport à son exploitation. La difficulté majeure à ce stade, c'est le manque de matériel moderne pour la récolte. Un vrai cauchemar pour notre entrepreneur agricole. Il n'y a pas des appareils de récolte comme ça, si je vais voir. Voilà que le riz est déposé. C'est la main d'œuvre, je cherche pour taper ça avec les mains. Alors que ça a été semé avec les semoirs. Et ces semoirs ne peuvent plus nous aider actuellement. Voilà. Donc, ça nous retarde. Qu'à cela ne tienne, Odette Milogo est la preuve que l'entrepreneuriat agricole n'est pas la chasse gardée des hommes. Selon elle, la terre ne ment pas. Il suffit d'une bonne dose de volonté et de courage. Elle invite par ailleurs ses sœurs qui veulent se lancer dans un tel projet à prendre en compte ces 2 facteurs. Voilà, Monsieur Soubega, une femme qui excelle dans la production agricole mais qui manque de moyens de récolte. On a l'impression que c'est une étape qui n'est pas très souvent prise en compte dans les politiques du ministère de l'Agriculture. Est-ce que déjà il y a un encadrement des techniciens pour cette étape précise de la production? Merci Madame Kaouré, je voudrais vraiment féliciter cette dame. Et je pense que c'est la preuve que les femmes, partout où elles sont, elles peuvent faire la différence. Et que le gouvernement n'a pas tort donc, de promouvoir l'accès des femmes à la terre. Et je pense que c'est un exemple qu'il faut vraiment valoriser, non seulement pour motiver d'autres femmes, mais également convaincre les propriétaires terriens de permettre l'accès de la terre, de la femme à la terre. Alors, pour ce qui est des équipements de récolte, je voudrais vous rassurer que c'est un problème qui est pris à bras le corps et que actuellement, par exemple, dans le cadre de la promotion de la mécanisation agricole, nous disposons et nous distribuons à coût subventionné des matériels de récolte. Elle parlait donc d'absence de matériel pour battre le riz, mais il y a des batteuses de riz. Il y a des batteuses de riz, il y a des batteuses multifonctionnelles, ça veut dire qu'ils peuvent battre d'autres, plusieurs céréales. Et il y a également des moissonneuses mécaniques
qui peuvent aider à moissonner rapidement le riz. Et c'est l'une des performances clés que nous devrons réaliser dans le cadre du PNDS à l'horizon 2020, et de faire en sorte que l'utilisation donc des moyens mécaniques donc de production, y compris la récolte, atteigne au moins 70% donc à l'horizon 2020. Et nous avons déjà tous ces équipements-là. Je voudrais, nous allons prendre en tâche avec la direction régionale donc de l'agriculture des Hauts-Bassins pour que voilà, cette dame-là puisse avoir cette information, parce que la technologie est disponible et elle est distribuée à coût subventionné. Cela voudrait dire que ceux qui ont l'impression que vous mettez l'accent sur les tracteurs pour le labour n'ont pas forcément raison. Non, c'est juste une impression. Sinon, nous sommes suffisamment avancés sur ce plan-là. Et quel conseil, pour terminer, vous pouvez donner justement à ces producteurs en cette période de récolte? Ce que nous pouvons leur dire, c'est qu'une chose est d'avoir réalisé une bonne campagne, mais une autre est de pouvoir réussir cette étape cruciale qu'est la récolte. Parce que, comme je venais de le dire, les statistiques montrent qu'il y a des pertes énormes. Et ces pertes-là commencent au champ, ce qui veut dire qu'il y a des périodes précises pour récolter. Si vous récoltez avant, vous pouvez avoir des risques donc de forte humidité qui vont entraîner donc des moisissures sur vos produits et détériorer leur qualité et même vous faire perdre des quantités. Il y a des pertes au cours du transport. Il y a des pertes lors donc du stockage. Alors, nous avons des technologies qui permettent, des technologies et des techniques qui permettent de minimiser ces pertes-là. Et il faut que les producteurs prennent attache avec les agents d'agriculture qui sont à leur disposition pour avoir ces informations techniques-là qui leur permettront donc de minimiser les pertes post-récolte qui sont quand même, qui constituent une préoccupation majeure, hein, parce que là également je veux vous dire que c'est l'une des performances clés que nous devons atteindre, et qui est donc de réduire les pertes post-récolte à l'horizon 2020, donc de les réduire à 1% de la production totale à l'horizon 2020. Et nous nous y attelons avec vraiment toutes les techniques et les technologies dont on dispose. Merci beaucoup, M. Pascal Soubega, d'être passé au grand format de ce dimanche. Merci. Un grand format donc consacré aux récoltes et leur conservation. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de la production végétale. Et dans la suite de ce journal, nous repartons à Bobo Dioulasso, où le président de l'Assemblée nationale laisse parler son cœur au profit des femmes du Houé. Au nom de Alassane Balassa Kandé, des députés ont remis à ces femmes plus de 100 tonnes de vivres. Le président de l'Assemblée nationale concrétise ainsi une promesse faite au cours de sa tournée dans les Hauts-Bassins en septembre dernier. Hassan Gourabou, Siri Kimilogo et Karim Sissi. Ce geste est la concrétisation de la promesse du président de l'Assemblée nationale d'octroyer des vivres aux femmes du Houé. Au total, donc, ce sont 30 tonnes de riz et 75 tonnes de maïs qui sont gracieusement offertes. Nul n'est suffisamment riche pour, en tout cas, se départir de la solidarité des autres, et nul n'est suffisamment démuni pour effectivement se mettre à l'écart de la solidarité. Nous, les députés, avec toutes nos chapelles politiques, nous nous sommes mis ensemble pour venir honorer effectivement ce don de vivres au nom du président de l'Assemblée à toutes les femmes démunies qui ont été effectivement choisies avec la contribution des services techniques, de l'action sociale et du gouvernorat. Les femmes du Houé se réjouissent de cette action, un geste qui contribuera à améliorer leur vécu quotidien. Vraiment, nous sommes très heureuses, nous sommes très contents que le président de l'Assemblée pense aux femmes de Bobo. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes très contentes.
que ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, qu'il le fasse les jours à venir pour d'autres femmes. Ces 105 tonnes de vivres ont coûté la somme de 20 millions de francs CFA au président de l'Assemblée nationale. L'achat de ces vivres a été confié à la direction régionale de la solidarité nationale et au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Autre point de l'actualité, c'est un Burkinabé qui prend la tête de l'Union internationale des avocats. Il s'agit de Maître Issouf Badio, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, désigné au congrès tenu à Porto, au Portugal. Le Burkinabé, installé dans ses fonctions depuis le 2 novembre dernier, promet de mettre son mandat au profit des sans-voix. Nous le découvrons plus avec Draman Guéni. Voilà qui consacre le tout premier Africain au sud du Sahara à la présidence de l'Union internationale des avocats depuis sa création en 1927. C'est lui, le Burkinabé Issouf Badio. Désigné depuis Porto aux destinées de l'Union internationale des avocats pour un mandat d'1 an, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina s'érige déjà en défenseur des sans-voix. Une justice capable de porter la voix du prisonnier abandonné, de libérer celle du journaliste muselé, de faire retentir le cri de la femme violée, de restituer la dignité ontologique de ceux qui subissent l'histoire dans le silence. Cette immense ambition, je ne peux la réaliser seul. Elle nécessite une volonté irréductible et surtout une union solide de tous les acteurs de la justice. À la tête d'une institution où les Africains sont moins représentés, Issouf Badio tend la main à ses frères africains. Un collègue africain sera nommé au CDD à un poste de responsabilité et 2 ou 3 autres d'entre eux seront certainement appelés pour occuper d'autres postes adjoints. Il ne serait pas en effet souhaitable de limiter dorénavant les candidatures africaines à des experts spécifiques, à l'instar de notre ami Cheikh Diop, qui est d'une part le seul Africain à diriger une commission qui, de surcroît, est consacrée au droit africain, le droit au Hada. Ancien pensionnaire du Prytanée militaire du Kadiogo et du lycée Philippe Zenda Kaboré, Issouf Badio a dirigé l'Ordre des avocats du Burkina entre 2009 et 2012. Il occupait la vice-présidence de l'Union internationale des avocats avant d'accéder au plus haut sommet de l'organisation, dont le siège est à Paris, en France. Lui est connu pour être un opposant à la France-Afrique. L'activiste Kémy Séba l'a encore fait savoir au cours des meetings tenus hier soir à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Pour lui, la France-Afrique est une thématique générale avec des sous-thèmes comme le franc CFA qui constitue un blocage à l'indépendance réelle de l'Afrique. Le point du meeting avec Amadou Ilboudo et Abdoul Rasmane Zongo. Le poing levé et fermé, les yeux aussi, concentration maximale et Kémy Séba prête religieusement attention au ditanier, l'hymne national burkinabé, entonné par un large public indifférencié, apparemment acquis et conquis à la fois, et dont le silence demeure singulièrement bruissant de paroles. Pari de la mobilisation réussie dans l'enceinte de la Maison du Peuple, qui d'office fait office de tribunal ou de cour de justice africaine, et le meeting initial, au final, se substitue en une action judiciaire, en un procès contre la France-Afrique en général et son bras financier, le franc CFA en particulier. Dans le box des accusés, la France-Afrique est jugée par contumace à son absence. La parole, elle, est donnée tour à tour par le président de la Cour aux différentes victimes ici matérialisées par le public qui fait son témoignage. Nous sommes ici aujourd'hui tout simplement pour initier le processus des procès des tribunaux populaires en Afrique qui se donnent pour objectif de faire ce que les élites africaines n'ont pas fait depuis trop longtemps, en l'occurrence juger civilement le néocolonialisme français. Les dossiers à enrôler, l'exploitation des ressources minières du continent africain, les crimes politiques de la France-Afrique, le franc CFA, l'aide au développement entre autres. Toutes ces affaires, pendant plusieurs mois, vont être débattues par le peuple et élucidées par la Cour dans les différents pays francophones africains.
Je vous amène à présent à la découverte du 9e port le plus fréquenté au monde et le plus achalandé au Moyen-Orient. Il s'agit du port de Dubaï dans les Émirats arabes unis. Ses premiers responsables envisagent un partenariat avec le Burkina Faso, un partenariat qui va se caractériser par la création d'un port sec dans la banlieue ouagalaise. Et c'est un projet dont la concrétisation sera d'un grand intérêt pour les hommes d'affaires burkinabés. Plus d'explications avec Lassina Ouattara et Maïmouna Traouri. Le port de Jebel Ali est situé à 35 km au sud-ouest de Dubaï. C'est dans le golfe Persique. Ce 6 novembre 2018, il nous ouvre ses portes. Construit à la fin des années 70 pour compléter les installations de Port Rachid, il couvre aujourd'hui une superficie de 134,68 km². Il est géré par la société DP World. Le port de Jebel Ali lui-même est un port qui manipule l'équivalent de 15 millions, je dirais, de conteneurs par an. C'est le 9e port dans le monde. Le port de Jebel Ali, il y a 200 services maritimes ou 200 lignes maritimes, connexions qui passent par le port de Jebel Ali. Et le port de Jebel Ali est bien entendu connecté à tous les ports ou la majorité des ports dans le monde. Au-delà de ses activités maritimes, DP World déploie sa logistique dans les pays sans façade maritime. Elle a construit un port sec à Kigali et à Bamako. Et selon son premier responsable, ces infrastructures font la fierté des bénéficiaires. Les Burkinabés peuvent aussi se réjouir. La société a un partenariat avec le Burkina Faso. De bonnes relations qui ont abouti à un projet de construction d'un port sec à Ouagadougou. Une belle opportunité pour les importateurs et exportateurs burkinabés qui pourront bénéficier de facilités pour leurs activités. Au lieu d'être obligé, je dirais, de partir au niveau du port, donc pour faire toutes les activités ou toutes les démarches administratives à faire donc, au niveau du port, soit personnellement ou à travers un transitaire. Donc en fait, le consommateur ou le commerçant a la possibilité de faire ça directement à partir de son terminal informatique. L'objectif principal étant d'être sûr, je dirais, qu'à la fin, je dirais, de la mise en place de cette vision de développement, le consommateur final puisse voir ça dans le marché. L'exportateur burkinabé va avoir la possibilité d'ouvrir, je dirais, d'autres opportunités de marché parce qu'il a réduit sa facture logistique, ce qui lui a permis d'être plus compétitif sur le marché international. Les démarches sont en cours. Les premiers responsables de la société ont eu des échanges avec le ministre burkinabé du Commerce. Les études de faisabilité sont en cours et DP World dit être impatient de développer le projet au pays des hommes intègres. Dimanche à sport à présent et je reçois Lassina Sawargo du service des sports de la RTB. Bonsoir Lass. Bonsoir Nathalie. Alors, une seule information ce soir et c'est une mauvaise information concernant les étalons football qui ont perdu et compromis sérieusement leurs chances de qualification à la CAN 2019. Oui Nathalie, c'est un dimanche bien sombre pour le football burkinabé au stade du 11 novembre. Ce 18 novembre a été fatal, battu sur le score de 2-1. Le Burkina s'éloigne, Nathalie, de la CAN 2019 au Cameroun et relance d'ailleurs du même coup l'Angola dans le groupe I. Je vous invite d'ailleurs à suivre ce résumé que nous propose Mamadi Wena. C'était le match à ne pas perdre, mais les étalons n'ont pas été à la hauteur du défi angolais. Dans un match où l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, ce sont les Angolais qui trouvent la faille. Dans les arrêts de jeu de la première période par le capitaine Mathéus. Et l'ouverture du score pour l'Angola. Mathéus encore lui va aggraver le score à la 57e minute. Le centre, Gelson et le deuxième but. Malgré l'entrée de Présus Nakouma à la 53e minute, les étalons restent timides sur le plan offensif. La réduction du score d'Issoufou Dayo à la 69e minute redonne espoir aux étalons. Hélas, ni Présus Nakouma, ni Jonathan Putroapa, encore moins Bertrand Traoré ne pourront faire sauter le verrou angolais pour la deuxième fois. Hervé Kofi Kokou doit même se déployer en fin de match
pour empêcher les Palancas Negras d'Angola d'alourdir le score. Les étalons s'inclinent 2-1 à Luanda et sont désormais 3e du groupe derrière la Mauritanie et l'Angola. Sans être éliminé de la course, le Burkina compromet sérieusement ses chances de prendre part à la première CAN à 24. Les étalons du Burkina ont confirmé cet après-midi une statistique. Ils ne savent plus voyager. La dernière victoire des étalons à l'extérieur remonte au 12 novembre 2016 au Cap-Vert. Et depuis lors, plus rien pour Douarté et ses poulains à l'extérieur dans les phases éliminatoires, soit 2 ans de disette. Voilà, la chance des étalons réduite au maximum, mais la Sina Saorgo, à ce stade de la compétition, quand même, est-ce qu'il y a des équipes qui sont déjà qualifiées? Oui, il y a des équipes qui sont déjà qualifiées, elles sont au nombre de 11, Nathalie. Vous l'avez dit tout à l'heure, les chances du Burkina sérieusement compromises. Il faut dire que encore plus après le match Mauritanie-Botswana qui se jouait juste après le match des étalons, le Botswana a ouvert le score, la Mauritanie a égalisé et à la 86e minute, oui, amis téléspectateurs, la Mauritanie donc a pu donc battre le Botswana et d'ailleurs décrocher donc son ticket pour Cameroun 2019. C'est une première pour les Morabitoun de la Mauritanie. Je vous donne d'ailleurs les 11 pays déjà qualifiés. Il s'agit de l'Égypte, de la Tunisie, du Sénégal, de Madagascar pour la première fois, oui, du Maroc, de l'Ouganda, de la Mauritanie, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Nigeria, de l'Algérie et bien entendu du pays organisateur, le Cameroun. Les pays dont sont déjà qualifiés, il y a encore une dizaine de places à prendre. Il va falloir attendre, Nathalie, le mois de mars prochain. Les étalons n'ont plus leur destin en main. Le Burkina jouera la Mauritanie qui est déjà qualifiée et puis l'Angola ira au Botswana dans l'espoir pour les Burkinabés que l'Angola ne batte pas le Botswana et que le Burkina puisse battre la Mauritanie. Sortez donc les calculettes. On va croiser les doigts. Voilà, merci beaucoup Lassina Saorgo pour ces informations sportives. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de la fidélité à la RTB.